Pourquoi Charles VII est-il le roi de l'exposition? Si Charles VII est aujourd'hui un roi méconnu, en dehors de l'épisode Jeanne d'Arc, voire méprisé par mes connaissances, Charles VII, c'est aussi et surtout le vainqueur de la guerre de Cent Ans. Ce que l'on sait moins, c'est que malgré la guerre de Cent Ans qui fait rage, l'art en France, sous Charles VII, continue de se développer et on découvre les prémices de la Renaissance. Cette exposition exceptionnelle tente de refaire découvrir l'art sous Charles VII, mais aussi plus largement son action pendant la guerre de Cent Ans. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. L'exposition se trouve au musée de Cluny, dans le Frigidarium, ancienne place froide des thermes romains du 1er siècle après Jésus-Christ. On commence d'abord par la situation du royaume de France en 1422 avec un plan et puis la fin du règne de Charles VII. Lors de cette reconquête, on commence par la bataille de Formigny et nous trouvons deux objets exceptionnels, une épée d'Arsan et d'Estoc, soit d'origine française, soit d'origine anglaise, et puis surtout une cotte de maille d'un soldat anglais qui est mort à la bataille de Formigny, qui avait été retrouvé en 1812 au tombeau des Anglais, là où furent enterrés la plupart des Anglais qui furent tués lors de la bataille de Formigny en Normandie en 1450. Cette bataille est très importante dans la reconquête du royaume de France, puisqu'elle permet quasiment de retrouver la Normandie dans le royaume de France jusqu'à la conquête de Cherbourg, qui scelle cette fois-ci de nouveau et définitivement la Normandie aux Français. Ensuite, nous avons le fameux traité d'Arras qui avait été signé en 1435 entre le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, et le roi de France, Charles VII. C'est un accord de paix qui est très important car il permet d'éliminer un ennemi de moins à combattre. C'est un document qu'on ne voit que très rarement, qui se trouve dans le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France et qui a appartenu à un certain temps à Jean-Baptiste Colbert, le fameux ministre de Louis XIV. Ensuite, nous avons encore une fois deux documents exceptionnels qui sont présentés et cette fois-ci, ça concerne Jeanne d'Arc. Alors, le premier document que nous voyons, eh bien, c'est la lettre de Jeanne d'Arc aux habitants de Reims qui avait été écrite le 16 mars 1430. Au centre, nous avons les restes d'un cachet de cire qui a malheureusement disparu. Ce qui est intéressant tout de même aussi également dans cette lettre, eh bien, c'est la signature de Jeanne d'Arc. Les avis divergent sur le fait qu'elle savait lire ou écrire, mais néanmoins, elle-même dit au procès de condamnation qu'elle ne sait ni A ni B, donc elle ne sait pas lire et écrire, mais ça ne devait pas l'empêcher de signer probablement son prénom, même si on n'est pas tout à fait sûr que ça soit elle qui l'ait signé. Par contre, on sait que c'était elle qui dictait bien les lettres en question. Elle en a fait d'ailleurs écrire plusieurs, et comme je le disais, c'est probablement elle qui les signait. Malheureusement, une grande partie de ces lettres ont disparu, et puis nous n'avons plus d'ailleurs les cachets de cire, ce qui aurait été aussi un élément intéressant. L'autre document exceptionnel, eh bien, c'est le registre du Parlement de Paris, écrit par Clément de Fauconberg. Là aussi, on a la chance d'avoir l'original, et puis surtout, ce document est connu aujourd'hui, puisque nous trouvons sur ce document la seule représentation connue de son vivant, et j'insiste bien de son vivant, même s'il y a dû en avoir d'autres, eh bien, ils ont tous disparu, en tout cas, on ne sait pas où ils sont. Malheureusement, ce dessin n'est pas du tout fidèle à la réalité, sachant que Paris, à ce moment-là, est occupé par les Anglo-Bourguignons. Nous avons là plutôt une caricature. Elle est représentée avec des cheveux longs, d'ailleurs totalement décoiffés, ce qui est peu probable, sans chaperon. On peut remarquer également son décolleté, sa robe. Eh bien, ça fait plutôt penser, je dirais, à une fille de joie qui suit les armées. Et puis, il faut bien penser que comme la ville est occupée par les Anglo-Bourguignons,
Bourguignons, eh bien, pour les Anglais et puis pour les Bourguignons, c'est plutôt la putain des Armagnacs ou la sorcière de France. Vous l'aurez compris, cette représentation n'est pas vraiment élogieuse envers Jeanne d'Arc, loin de là. Ce livre que nous voyons, eh bien, concerne cette fois-ci Jacques Cœur, qui est le grand argentier du roi, qui avait été accusé d'avoir tué Agnès Sorel, hein. On l'accuse également d'avoir vendu des armes aux musulmans, d'avoir commis des malversations financières. C'est donc devenu un petit peu le bouc émissaire un petit peu facile. D'ailleurs, d'autres argentiers ou d'autres ministres, entre guillemets, de l'économie vont avoir le même sort, hein. Je pense notamment à Nicolas Fouquet sous Louis XIV. Vous pourrez voir d'ailleurs sur place d'autres documents assez intéressants, comme une charte de Charles VII, un arrêt du Parlement qui cette fois-ci concerne plutôt Charles de Bourgogne et le roi de France, et d'autres documents que vous pourrez observer sur place. Et maintenant, on va passer au sujet de cette exposition, c'est-à-dire les arts en France ou Charles VII. Une des pièces maîtresses de cette exposition, c'est le portrait de Charles VII par Jean Fouquet. C'est un portrait intéressant puisque on le désigne comme le très victorieux roi de France. C'est un portrait qui a été fait entre 1450 et 1455. C'est un portrait très important dans l'histoire de France puisque il ouvre la voie sur des portraits type trois quarts, hein, avec le buste tel que nous le voyons, ce qui était peu courant à l'époque. Le premier à l'avoir fait, c'est John Verheyck, qui avait développé un peu cette technique qui permettait en fait de mettre en avant le personnage d'une manière totalement différente. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des portraits soit de profil, soit totalement de face, en général. Mais là, on a un portrait de trois quarts. C'est une technique que nous utilisons aujourd'hui encore, notamment en photographie. C'est un portrait qui est assez réaliste, hein, et pourtant, ce qui est assez étonnant également, eh bien, c'est qu'on voit bien que c'est un portrait qui a été commandé après une victoire, peut-être celle de Formigny ou peut-être celle de Castillon, mais en réalité, on voit quand même que le personnage est assez usé, assez fatigué probablement, mais il reste tout de même assez imposant. Il démontre quand même une certaine autorité, hein, qu'on peut voir par ses habits et la façon dont il est représenté. Mais ce portrait a sûrement été dévié de son origine, dans le sens que nous avons un portrait d'un personnage avec un air assez grave, assez sérieux, probablement usé par cette guerre de 100 ans qui s'éternise, hein. Il faut bien noter qu'il est né pendant la guerre de 100 ans, qu'il a été roi pendant la guerre de 100 ans, hein. C'est une guerre fracticide, extrêmement difficile. Il a été probablement plusieurs fois acculé, hein, dans une situation très compliquée. Et puis, il meurt en 1461, seulement quelques années après sa victoire contre les Anglais. Donc il a quasiment passé toute sa vie dans une guerre de 100 ans qui s'éternise, qui est extrêmement difficile, ce qui fait aussi également que ce n'est pas une période très propice à l'art en général, ce qui fait que malheureusement pour Charles VII, eh bien sa période, de règne n'est pas, la plus démonstrative en termes artistiques. Pourtant, on a quand même un peu les prémices embryonnaires de la Renaissance, et ce portrait qui a été fait probablement après le retour de Jean Fouquet d'Italie est un exemple assez important puisqu'il est un petit peu l'archétype, hein, des autres portraits royaux qu'on aura beaucoup plus tard, et puis il met en œuvre une technique, hein, du portrait de trois quarts, comme je le disais, qui est encore aujourd'hui utilisée. Ici, nous voyons la statue du comte de Dunois. Il fut considéré, après la guerre de Cent Ans, comme le restaurateur de la patrie. Alors, ces statues que nous voyons étaient a priori dans la Sainte-Chapelle du château de Châteaudun. Elles représenteraient Jean de Dunois, même s'il y a encore des incertitudes sur cette représentation. Mais ça semblerait logique au vu de sa position dans la Sainte-Chapelle. En tout cas, c'est une statue qui a été faite pendant le règne de Charles VII, très probablement entre 1450 et 1461. Un des points forts de cette exposition, c'est les nombreux ouvrages qui sont disponibles et qui sont visibles. Alors évidemment, vous ne pourrez pas les toucher, mais ils sont ouverts sur les plus belles pages que compose ce livre. Ce qui est intéressant, notamment aussi dans cette exposition, c'est non seulement la richesse des documents, hein, que nous avons, mais c'est le fait aussi qu'ils soient tous rassemblés dans un même lieu. Alors que beaucoup de documents, notamment de livres, viennent de l'étranger, ce qui fait que vous les verrez très probablement
rarement, voire jamais, à moins qu'il soit disponible en numérique sur certains sites, mais c'est pas toujours évident. Je vous les laisse découvrir, en tout cas pendant quelques secondes. Un autre point clé de l'exposition, eh bien, ce sont les tapisseries qui étaient, à l'époque, eh bien, un élément extrêmement important, décoratif, politique, qui coûtait extrêmement cher à l'époque. Et puis, nous avons dans le musée de Cluny, eh bien, la fameuse dame à la licorne, mais qui a été faite à la fin, du 15e ou début, 16e siècle. Mais nous avons cependant, dans cette partie de l'exposition sur les arts sous Charles VII, eh bien, quelques tapisseries qui sont exceptionnelles et que je vous fais découvrir maintenant. L'une des pièces emblématiques de cette exposition, eh bien, c'est le dais de Charles VII, qui a été découvert en 2008 et racheté par le musée du Louvre sur fonds propres et avec des dons, ce qui a permis de réunir plus de 5 millions d'euros afin de l'acquérir. Il est visible initialement au musée du Louvre depuis 2010. Il est dans un état exceptionnel et ce dais en fait se mettait derrière le roi lorsqu'il s'asseyait sur son trône, ce qui permettait en fait d'avoir les deux anges qui venaient mettre la couronne sur sa tête. C'était une façon politique hein, de dire qu'il était bien le roi de France mis en place par Dieu. Car, rappelons-le, au Moyen Âge, le roi de France était mis en place par Dieu. En tout cas, c'était une volonté divine. Ce qui fait que le combat, notamment entre les Anglais et les Français, est aussi un combat religieux. Et justement, le fait que Jeanne d'Arc vienne comme une messagère de Dieu, et ça c'est un élément extrêmement important, et qu'elle le fait couronner à Reims, fait que, eh bien, politiquement, religieusement, c'est un acte vital pour l'époque. C'est la volonté, en tout cas, de Jeanne d'Arc et de Charles VII, eh bien, c'est de montrer que le roi de France, mis en place par Dieu, eh bien, c'est bien Charles VII. Et c'est d'ailleurs une des raisons de la condamnation à Rouen, puisque le but du procès de Rouen contre Jeanne d'Arc, eh bien, c'est de la décrédibiliser et de montrer qu'elle n'est pas du tout une envoyée de Dieu et une messagère de Dieu, puisque si c'était le cas, ça voulait dire que le roi d'Angleterre qui se proclame également roi de France, eh bien, n'en est pas un. Et en fait, bah, politiquement et religieusement, ça pose un problème. Donc cette condamnation à Rouen est évidemment une condamnation politique et religieuse afin de la décrédibiliser et de décrédibiliser également eh bien, Charles VII. D'autant plus que eh bien, pendant un certain temps, les Anglo-Bourguignons eh bien, ont lancé des rumeurs comme quoi eh bien, Charles VII n'est pas le fils légitime de Charles VI et d'Isabeau de Bavière et que ce n'était qu'un bâtard. Donc ce dais est vraiment exceptionnel, déjà par sa décoration, le fait qu'il soit extrêmement précis, mais c'est vraiment également vu son emplacement. Lorsque Charles VII s'assoit, eh bien son emplacement, sa disposition ne doivent rien au hasard. C'est bien pour montrer qu'il est le roi de France envoyé par Dieu. Une autre partie de l'exposition concerne des vitraux. Il s'agit principalement de vitraux d'églises qui ont malheureusement aujourd'hui disparu, comme la Sainte-Chapelle de Bourges notamment.
Et pour finir cette vidéo sur cette exposition, eh ben, on va faire un tour global, car il aurait été un petit peu trop long de faire une vidéo sur chaque objet de cette exposition, sachant qu'il y en a quand même beaucoup. L'intérêt dans cette exposition, c'est surtout d'avoir réuni en un seul endroit tant d'objets aussi divers de cette époque, ce qui est assez rare, et surtout ça met en avant un petit peu cette époque méconnue de Charles VII, qui n'est peut-être pas la plus prolifique en termes d'œuvres d'art, puisque évidemment en pleine guerre de 100 ans, les financements allaient souvent ailleurs, mais ça reste quand même une époque assez importante et qui, à partir de 1450-1455, c'est-à-dire la fin définitive de la guerre de 100 ans, eh bien, on est dans les prémices de la Renaissance. On a des artistes comme Jean Fouquet, hein, qui sont mis en avant. C'est donc une époque beaucoup plus riche qu'on ne le pense.